Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, on verra comment traiter le sujet de la composante des sciences de la vie, c'est-à-dire la biologie. Bien, on commence. Avant de traiter certaines questions, je vous rappelle que la composante sciences de la vie comporte 20 questions type QCU. Je vous rappelle que QCU, c'est des questions à choix unique. Et par conséquent, parmi les 5 propositions, vous aurez une seule réponse qui est juste. Une autre remarque, l'usage de la calculatrice est strictement interdit. La durée de l'épreuve pour chaque composante, elle est de 45 minutes. Également, une consigne importante, l'utilisation du blanco sur la feuille de réponse est strictement interdite. Et toute réponse fausse pour chaque question vaut 0 point. Et la méthode de réponse, il faut cocher les cases avec une croix à l'intérieur de chaque case avec un stylo à billes. Alors, pour le cadre de référence de cette année, en biologie, c'est-à-dire les sciences de la vie, vous aurez 2 domaines. Le premier domaine, il a un poids de 20% de point de vue importance. Ce domaine-là, il concerne l'ATP, c'est-à-dire la respiration, la fermentation d'une part, avec une proportion de 10%, et les 10% qui restent, c'est pour la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique au niveau du muscle. Alors, cette partie-là, elle englobe à la fois la filière des sciences de la vie et la filière de SVT. Pour la partie la plus prépondérante, le domaine 2, c'est la génétique dans sa globalité. Alors pour cette partie-là, elle est de 80%, elle est divisée en 3 parties. La partie de la génétique humaine et de la génétique des populations prend 20% de l'importance du programme. Et également, il ne faut pas oublier le génie génétique. Alors, cette partie-là manque à la filière des sciences physiques. Et la partie la plus prépondérante, c'est les lois de Mendel, qui englobent 40%. Alors, on va essayer de traiter la correction de l'épreuve des sciences de la vie de l'année dernière. Alors, vous pouvez consulter l'ensemble des annales. À la fin de cette vidéo, on va vous joindre les liens utiles. Alors, pour que cette vidéo soit fructueuse, je vous conseille de prendre des notes qui vous permettent d'essayer de répondre aux questions. Et par conséquent, vous allez essayer de faire une pause en moyenne de 10 minutes pour chaque QCM et après, ensemble, on va traiter la correction. Et l'importance dans tout ça, c'est d'avoir des astuces qui vous permettent de gagner du temps. Alors, un exemple du QCM de l'année dernière. Alors, un exemple du QCM de l'année dernière, c'est la question 5. Alors, comme d'habitude, je vous conseille de faire une pause. C'est bon pour vous? Bien. Alors, avant de traiter les différentes réponses, on va essayer d'abord de localiser l'item. Alors, l'item concerne la population théorique ou idéale selon Hardy-Weinberg. Alors ça, cette partie, elle fait de la génétique des populations. Alors, ils nous disent que parmi les caractéristiques, il y en a 2. Alors, quelles sont les caractéristiques qui concernent la population idéale? Alors, parmi elles, ils nous demandent les espèces doivent être diploïdes, c'est-à-dire 2N, et également reproduction asexuée. Alors, dans ce cas de figure, s'il y a reproduction asexuée,
il ne pourrait pas y avoir de variabilité génétique. Et par conséquent, logiquement, cette proposition, elle est fausse. La seconde, ils nous disent espèce diploïde et la ségrégation non aléatoire des allèles lors de la méiose. Alors, je vous rappelle que la finalité de la méiose, à part qu'elle permet le passage à l'état haploïde, c'est la diversification des gamètes. Et par conséquent, lors de la méiose, il y a nécessairement ségrégation aléatoire des allèles. Et par conséquent, cette proposition, elle est également fausse. La troisième proposition, c'est espèce diploïde et la ségrégation aléatoire des allèles lors de la méiose. Donc, logiquement, cette proposition, c'est l'inverse de B. Et par conséquent, il y a forte chance qu'elle soit vraie. Alors, pour vérifier, il faut infirmer les propositions qui restent. La D, il nous dit espèce haploïde à reproduction sexuée. Alors, reproduction sexuée, c'est vrai, mais les espèces doivent être diploïdes. Et par conséquent, cette proposition, elle est fausse. Et la dernière proposition, espèce diploïde, et les générations ne se reproduisent pas entre elles. C'est-à-dire qu'il y a chevauchement entre les générations. Et parmi les caractéristiques indispensables à la population théorique, il ne doit pas y avoir de chevauchement. Et par conséquent, cette proposition de négation, elle est fausse. Donc, en dernier lieu, la proposition juste, c'est la proposition C. Passons à un autre QCM. Le QCM 10. Alors, comme d'habitude, on fait une pause en moyenne de 10 minutes. Ça vous va? Bien. Alors, avant de traiter les différents éléments de réponse, on analyse d'abord le document, le karyotype suivant. Alors, ce karyotype-là, qu'est-ce qu'il montre? Je vous rappelle, le karyotype, c'est le classement des chromosomes métaphasiques d'une cellule donnée. Alors, ce karyotype-là, avant de voir le nombre de chromosomes, il faut savoir est-ce que c'est d'une cellule haploïde ou diploïde. Alors, si on fait une remarque, l'ensemble des chromosomes sont tous différents. Et par conséquent, notre karyotype, il est d'une cellule haploïde. On va le symboliser par la lettre N. Également, qu'est-ce qu'on a? On a en tout 22 chromosomes autosomales et en dernier lieu, le chromosome gonosomal X. Et par conséquent, on a 22A plus X, ce qui nous ferait 23 chromosomes. Bien, à partir de ça, on peut analyser les différents éléments de réponse. Pour grand A, il nous signifie que ce karyotype, il est d'une cellule humaine. C'est tout à fait possible, parce que la caractéristique de l'espèce humaine, c'est 2n égale 46. Et ils nous disent, après la division, la deuxième division de méiose, c'est-à-dire après la division équationnelle. Alors, pour que ce soit après la division équationnelle, je vous rappelle que lors de l'anaphase 2, il y a séparation des chromatides du même chromosome. Ici, on a encore les chromosomes qui sont doubles. Donc, ça ne peut pas être après la deuxième division de méiose. Et par conséquent, notre proposition, elle est fausse. La proposition B, elle nous dit que ce karyotype provient obligatoirement d'un organisme féminin. Alors, pour que ça soit féminin, il faut au moins avoir le chromosome gonosomal X. Mais ce n'est pas obligatoire. Même les gamètes mâles, il ne faut pas oublier que l'homme il est hétérogamétique, donc il peut produire également ce type de karyotype. Donc, qui a rendu cette phrase fausse, c'est l'obligation. Et par conséquent,
on va l'annuler. Pour la proposition C, ce karyotype est celui d'une cellule humaine en mitose. Alors, pour que ce soit en mitose, la mitose précède la méiose et par conséquent, le karyotype doit être d'une cellule diploïde, ce qui n'est pas le cas ici. Et par conséquent, notre proposition elle est également fausse. Passons à la proposition D. Ça nous dit que ce karyotype provient obligatoirement d'un organisme masculin. Alors pour que ce soit masculin, il faut le gonosome Y, parce que le chromosome Y, il caractérise la masculinité, ce qui n'est pas le cas ici, et par conséquent, cette proposition, elle est également fausse. Et à partir de cette déduction, on est sûr et certain que la proposition E, la dernière, doit être nécessairement juste. On vérifie. Il nous dit que ce karyotype, il est d'une cellule haploïde, ce qui est le cas parce qu'on avait déjà vu que n égale 23. Donc la proposition juste, c'est la proposition E. Passons à un autre QCM. Passons à un autre QCU. Alors, la question 14. Comme d'habitude, on fait une pause. Ça vous va? Bien. Alors, pour la question 14, ça traite la génétique mendélienne. Donc, deux parents ayant les génotypes respectifs, ces deux gènes, produisent ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils vont produire? Évidemment, les gamètes. Donc, on va voir d'abord le type de gamètes. Alors, pour celui-là, il va produire deux types de gamètes vu qu'il a un génotype mono-hétérogamétique, c'est-à-dire il est hétérogamétique alors, cet individu-là, il a un génotype monozygote ou mono-hétérozygote. Alors, il est hétérozygote pour le gène B. Et par conséquent, il ne pourra produire, grâce au brassage interchromosomique, que deux types de gamètes, grand A, grand B ou grand A, petit b. Un demi chacun. L'autre individu, il est hétérozygote pour le premier. Donc, il va produire, lui aussi, deux types de gamètes. De même proportion, un demi, toujours grâce à la troisième loi de Mendel. Et par conséquent, chacun d'eux va produire deux types de gamètes. Mais la question, il nous demande la production, l'ensemble des deux. Alors celui-là, il va produire deux types, celui-là également deux types, sauf qu'il y a un type de gamète en commun. Celui-là. Alors, et par conséquent, ces deux types de gamètes, ils sont communs, donc l'ensemble, on aura juste trois types de gamètes. Alors, on vérifie les éléments de réponse pour ne garder qu'une seule. Donc, dans les éléments de réponse, la bonne réponse, ça doit être celle-là. Donc, les deux parents, ils vont produire dans l'ensemble trois types de gamètes génétiquement différents. Et grâce à cette méthode,
on peut déjà prévoir la réponse avant de visualiser les différentes propositions. Passons à un prochain QCU. Alors, la question 16, comme d'habitude, on fait une pause. Ça vous va? Bien. Alors, cette question, elle traite la génétique humaine. Alors, la maladie de Huntington est causée par un allèle dominant. Donc, on va symboliser l'allèle dominant par grand M, l'allèle morbide, qui est dominant par rapport à l'allèle sain ou l'allèle normal. Dans ce cas de figure, si l'un des parents il est hétérozygote, donc il sera nécessairement atteint. Donc il a un génotype hétérozygote. Et l'autre parent qui est sain, alors l'autre parent qui est sain doit être nécessairement avoir un génotype homozygote petit n, petit n. Et par conséquent, ce parent-là, il va produire deux types de gamètes et l'autre, un seul type de gamètes. Alors, la question, quelle est la probabilité qu'il donne un enfant malade? Donc, schématiquement, en faisant l'échiquier, le parent malade, il va produire deux types de gamètes, grand M, petit n, l'autre parent grand petit n, et par conséquent, dans la descendance, on aura une chance sur deux que l'enfant soit atteint. Donc la probabilité, elle est de 1,5. Donc on vérifie les éléments de réponse pour confirmer notre déduction. Donc elle est celle-là, C. Donc elle est de 1,5. Alors toujours, cette méthode, il vous permet d'aller directement à l'élément de réponse pour ne pas être perturbé parmi les propositions qui sont dans l'ensemble très proches l'une des autres. Passons à une prochaine question, la question 17. Alors, comme d'habitude, on fait une pause en moyenne de 2 minutes, vu que vous aurez 45 minutes pour les 20 items. Ça vous va? Bien. Alors, pour celle-là, il nous dit, cet arbre généalogique concerne une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie liée à un allèle autosomal et qui est dominant. Comme d'habitude, on va le symboliser par la lettre M, qui est l'allèle morbide, dominant par rapport à l'allèle sain ou normal, petit n. Alors, la probabilité des couples grand 4. Donc, on va se focaliser uniquement pour le couple grand 4, 3 et 4. Alors, celui-là, ce parent-là, il est atteint, donc il a nécessairement l'allèle morbide, mais est-ce qu'il est hétérozygote ou homozygote? Pour le moment, ils n'ont pas encore de descendance. Donc, on va aller chercher dans l'ascendance. Et si on remonte, on verra que sa mère, elle est saine. Donc, elle lui a transmis nécessairement l'allèle normal. Par contre, sa femme, grand 4-4, elle est saine. Donc, elle est nécessairement petit n, petit n. Et par conséquent, quelle est la probabilité pour qu'il donne un enfant malade? C'est comme tout à l'heure, on fait l'échiquier. Celui-là, c'est-à-dire grand 4, 3, il va produire deux types de gamètes, grand M, petit n. La maman, elle va produire un seul type de gamète. Donc la probabilité qu'il soit atteint, elle est de 1,5. On fait une vérification. Donc la réponse juste
C'est la réponse grand A. La probabilité, elle est de 1,5. Passons à la question 18. La question 18 traite toujours la génétique humaine. Donc on fait une pause. Bien. Ça vous va? Alors, un homme atteint d'une maladie récessive liée au chromosome X. Donc on va symboliser l'allèle morbide par la lettre petit m, qui est récessif par rapport à l'allèle normal. Sauf que cet allèle-là, il est porté par un gonosome X. Donc on va mettre le chromosome X. Alors, si un homme, il est atteint, alors un homme, il est atteint, on va le symboliser par un carré, il est atteint, donc petit malade, petit m, et par conséquent, son génotype, il a un seul génotype, X, petit m, Y. Alors cette personne qui est atteinte, on a le choix. Soit il se marie avec une femme saine, sauf que cette femme saine, soit qu'elle est vectrice, et dans ce cas, si elle est vectrice de l'allèle morbide, elle aura nécessairement un génotype hétérozygote, c'est-à-dire X grand N, X petit m. Soit, un deuxième cas de figure, il s'est marié avec une femme homozygote et par conséquent, elle aura X grand N, X grand N. Maintenant, grâce à ces données, on pourra de confirmer ou d'infirmer les différentes propositions données. Alors, la première, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il donne 100% de garçons malades s'il est marié à une femme hétérozygote. Les garçons, il va leur transmettre le chromosome Y. Donc, il ne va pas leur transmettre l'allèle morbide. La femme, si elle est hétérozygote, il y a une chance sur deux que les enfants soient atteints. Donc, qui a rendu cette phrase fausse, c'est les 100%. Donc, ce n'est pas possible. Il donne 50% de garçons malades s'il est marié à une femme saine homozygote. Si elle est homozygote, et de plus si elle est saine, elle n'a pas l'allèle morbide. Donc, il n'y a pas de 50%. Donc, la phrase, elle est aussi fausse. La proposition C, il ne donne aucun garçon malade s'il est marié à une femme saine homozygote. Ça, c'est possible. Du moment que leur maman, elle va le transmettre que l'allèle sain, donc il n'y a aucune chance qu'ils soient atteints de la maladie. Donc la proposition C, c'est la juste. Alors on va juste infirmer ce qui reste. Donc la proposition D, il donne 25% de filles malades parmi les filles s'il est marié à une femme hétérozygote. Donc les filles, ça sera non pas 25%, donc celle-là elle est fausse. Il transmet l'allèle récessif à 25% de ses filles. C'est non pas 25, mais c'est la moitié. Donc elle est également fausse. Donc en conclusion, la proposition qui est juste, c'est la proposition C. Et en dernier lieu, avant de vous souhaiter bonne réussite au concours, je vous joins ces différents liens qui seront très utiles pour votre préparation. Et je vous souhaite bon courage et bonne chance.